Le lundi 27 mai 2019, Nathalie Debailly, qui est cadre à la Société Générale, arrive comme tous les lundis matins dans sa voiture. Elle rentre dans le parking. Elle est à ce moment-là suivie par Jérôme, son ex-compagnon, ainsi que par un guetteur. Et elle va se garer comme d'habitude à sa place. Des deux côtés de sa place de parking sont déjà entreposées 2 camionnettes. Et dès qu'elle ouvre la porte pour sortir de son véhicule, elle va être prise par les bras par son ex-compagnon et 2 complices qui vont l'attacher, la ligoter, la taiser. Simultanément, un de ses collègues de travail va être présent puisqu'il est rentré, lui, en moto dans le parking. Il va être témoin de cette scène et va être blessé de 2 balles. 4 heures plus tard, elle sera retrouvée sans vie dans la baignoire au domicile de son agresseur. Je m'appelle Isabelle Steyer, je suis avocate au barreau de Paris depuis 31 ans. Je suis spécialisée des questions de violences faites aux femmes et aux enfants, et notamment des questions de féminicide. Et il me tient vraiment à cœur de vous parler, de vous exposer l'histoire de Nathalie Debailly. Nathalie Debailly a été tuée le 27 mai 2019 à Lille. Elle a été tuée par son ex-compagnon. Elle a été enlevée dans le sous-sol de la Société Générale et elle venait de rompre avec cet homme-là. Et comme dans le cadre de tout féminicide, son compagnon n'a pas accepté la séparation et il va mettre au point un scénario complètement mortifère et incroyablement ficelé, c'était un véritable assassinat, pour venir harceler puis tuer son ex-compagne. Nathalie est salariée de la Société Générale depuis toujours. Elle a toujours exercé ce métier. Elle a un bac+5. Elle s'est séparée de son mari avec lequel elle a eu 2 enfants après 20 ans de vie commune. C'est une séparation par consentement mutuel à l'amiable et sans aucun problème. Elle rencontre sur un site de rencontre Jérôme. Ils se sont donné des rendez-vous. Et puis très rapidement, Jérôme Tonneau dans une première phase de grande séduction, l'a beaucoup sorti, l'a emmené en week-end, l'a envoyé un premier week-end, lui a offert un week-end à Marrakech. Elle l'a emmené à Bali, l'a emmené dans des voyages, ce que finalement personne n'avait fait pour elle. Il est chef d'entreprise, il a plusieurs lavomatiques dans la région de l'île Roubaix-Tourcoing. Il a pas mal d'argent liquide, il l'invite à des voyages, à des soirées, à des sorties. C'est un homme qui est très festif, il la sort de son quotidien et la séduit finalement par l'argent liquide qu'il avait grâce à son métier qui utilisait beaucoup d'espèces. Et elle a été embarquée dans cette histoire par cette première phase virevoltante et qui changeait de son quotidien finalement d'une femme qui avait été mariée 20 ans, puis qui avait été célibataire et qui se retrouvait là face à un homme qui lui vendait du rêve. Ça a commencé par le rêve et ça a fini dans le cauchemar le plus absolu. Et elle est restée mariée 2 ans avec lui. Et à la faveur de ces 2 ans de mariage, elle va réaliser que cet homme-là est un escroc. Et évidemment, la banquière mariée à l'escroc, ça ne fonctionne pas. Et elle va à ce moment-là décider de se séparer de lui puisqu'elle voit arriver un beau matin les policiers pour venir faire une perquisition puisque cet homme-là était recherché pour une escroquerie à la fois à l'assurance et à l'automobile. Et à partir du moment où elle va lui annoncer qu'elle souhaite se séparer, eh bien, il va se passer comme il se passe dans tous les féminicides, et tous ces critères-là sont extrêmement superposables, c'est-à-dire qu'il va lui rendre la vie impossible et faire en sorte que son quotidien soit une suite de harcèlement et de maltraitance, de façon à ce qu'elle soit minée, puis assassinée par lui et ses 4 complices. Donc, Nathalie va, pendant 2 mois, subir des violences qui sont incroyables, parce que d'abord, ce sont des violences visibles. Dans tous les féminicides, on a généralement des violences qui sont très aseptisées et dont on ne peut pas prouver l'existence. Et là, elle va être suivie par cet homme-là jusque devant
la Société Générale où elle travaillait. Elle va avoir les pneus crevés. Elle va avoir des tierces personnes envoyées par son ex-compagnon devant chez elle pour savoir ce qu'elle fait, avec qui elle est, quand elle sort de chez elle, quand elle arrive chez elle, où elle va. Elle va être suivie en voiture. Elle va être suivie face à la Société Générale pour savoir justement quand est-ce qu'elle va déjeuner, ce qu'elle va déjeuner. Elle va être harcelée téléphoniquement. Et on va hacker tous ses comptes, soit des comptes Facebook, bancaires. Et donc, on voit là ce que l'on voit dans tous les féminicides, c'est-à-dire la montée en puissance de la violence qui fait que chaque fois qu'elle veut être libre, sortir, aller venir, téléphoner, rencontrer des amis, elle va être surveillée par cet homme et 3 acolytes qu'il va engager pour venir constamment la harceler. Et Nathalie va déposer plusieurs plaintes. Ce qui est aussi très révélateur dans ce féminicide, c'est que Nathalie va se présenter 4 fois dans le même commissariat à Lille et va déposer 3 mains courantes et une plainte. C'est-à-dire que dans ce féminicide particulièrement, Nathalie avait alerté les services de l'État. Il faut savoir que dans un féminicide sur 2, les femmes avaient déposé plainte, soit plainte, main courante, signalement, voire condamnation même de l'agresseur, et on réalise que l'État ne fait absolument rien. Or, cette femme-là, comme toutes les autres, elle va avoir confiance dans l'institution judiciaire, elle va avoir confiance dans l'état de droit, et alors qu'elle s'exprime extrêmement bien, elle n'a pas de casier judiciaire, elle est franco-française, elle va se présenter devant les services de police et exprimer, dès le mois de février 2019, les violences qu'elle subit. Donc, elle rentre dans un commissariat en février 2019, début mars 2019, le 5 mars, le 8 mars 2019, elle va déposer une plainte pour harcèlement puisqu'elle va être suivie et poursuivie tous les jours par son compagnon et des Roms qu'il avait engagés pour la poursuivre et lui rendre la vie impossible. Elle va redéposer une plainte le 22 mai 2019, 5 jours avant son enlèvement et assassinat. Et que va-t-elle dire ? Eh bien, elle va donner exactement le scénario de son propre assassinat. Et ce qui m'intéresse dans ce dossier, comme dans tous les autres, c'est que la victime sait exactement quand, comment, de quelle façon, par qui et avec quelle arme elle va être tuée. Et lorsque Nathalie se présente au commissariat de Lille, on n'est pas dans un endroit qui n'est pas connu pour sa spécialité concernant les violences conjugales, c'est un lieu qui est extrêmement travaillé cette question-là, dans laquelle il y a un procureur de la République qui a préconisé un protocole d'expulsion du conjoint violent, donc un terreau qui est finalement le plus outillé de France. Elle se présente là en tant que directrice du service immobilier de la Société Générale. Elle va exprimer que son ex-compagnon lui a dit qu'il allait l'enlever, la mettre dans un coffre de voiture, la ligoter, la taiser avec des Roms, lui faire la peur de sa vie. Et, point de suspension, lui faire la peur de sa vie. Et ce scénario, elle va le livrer aux policiers, comme dans un féminicide sur 2. Et cette plainte-là, eh bien, comme toutes les autres mains courantes, elle ne va jamais arriver chez le procureur de la République. Il n'y aura donc aucune mesure de protection qui va être prise pour elle. D'ailleurs, en fin d'audition, elle va demander au policier qui l'a entendu « mais aidez-moi, protégez-moi, je veux une protection ». Elle va supplier le policier. Et le policier, qu'est-ce qu'il va mettre en fin de procès verbal ? Vous n'êtes pas en danger, vous n'aurez pas de protection. 5 jours après, elle va une nouvelle fois se présenter devant les services de police pour demander une nouvelle fois à être protégée parce qu'elle aura vu, comme tous les jours désormais depuis 2 mois, son ex-compagnon et des Roms qu'elle connaissait devant son lieu d'habitation et devant son lieu professionnel. Eh bien, là aussi, rien ne va se passer
si ce n'est que le matin du 27 mai 2019, Nathalie va arriver comme tous les matins pour garer sa voiture dans le parking de la Société Générale. Et là, son ex-compagnon aura placé 2 camionnettes des 2 côtés de son parking, la veille au soir d'ailleurs. Et elle sera tirée de son habitacle pour être glissée dans l'habitacle de la fourgonnette. Elle sera bâillonnée, saucissonnée, taisée, donc jetée dans la fourgonnette, entourée par un drap. Et malgré cela, il va y avoir un collègue de travail à moto qui va pouvoir rentrer dans le parking, qui va tenter de s'interposer. Là, son agresseur va lui tirer dessus à 2 reprises avec des balles en caoutchouc. Et Nathalie sera emmenée immédiatement au domicile de son agresseur, de son ex-compagnon. Elle va donc traverser tout l'île. Il y aura eu une préparation, mais incroyablement ficelée, de ce que des plots étaient déposés devant le domicile de son assassin pour qu'elle puisse être garée. Son assassin et ses complices vont mettre 2 poubelles de chaque côté de la voiture sur le trottoir de façon à ce qu'on puisse la sortir sans être vue et la monter au domicile de son assassin. Elle sera déposée dans la baignoire et on peut se demander ce qu'elle a pensé à ce moment-là, puisque tout le monde était visible, personne n'avait de quoi que ce soit pour se cacher. Elle s'est débattue jusqu'à avoir les doigts coupés. Donc elle a été finalement torturée. Et lorsqu'elle était dans la baignoire, son assassin est allé retirer de l'argent, tout ce qu'il pouvait retirer, c'est-à-dire 900 €, avec sa carte bleue de la Société Générale, un guichet qui jouxtait sa maison de la Société Générale. Et il a payé, avec ces 900 € ses complices. Donc il lui a fait payer son enlèvement et son assassinat. Donc on a un dossier qui est extrêmement facile finalement à prouver, puisque tout est filmé. Dans une banque et dans un sous-sol de banque, tout est filmé. Dans cette petite ville, tout était filmé. Et on a cette femme qui, après avoir déposé 4 plaintes et main courante, va subir exactement ce qu'elle a dénoncé alors qu'elle a demandé de l'aide. Mais il y a encore pire dans ce dossier. Il y a encore pire. Son agresseur va déposer plainte 1 mois avant son enlèvement et son assassinat pour des faits de vol contre elle. Contre elle, parce qu'elle aurait gardé 2 téléphones portables. Donc, tout le monde se moque de vol de téléphone portable. Vous rentrez dans un commissariat, un vol de téléphone portable commis par un concubin, tous les policiers ne prennent pas cela pour quelque chose d'important. Eh bien, on va avoir une plainte qui va être prise en temps réel, traitée en temps réel, et Nathalie va être convoquée, alors qu'elle vient de déposer plainte quand même pour menace de mort et menace de meurtre, elle va être convoquée pour ce supposé vol de téléphone portable. Elle va se présenter avec la facture sur laquelle est écrit « offert pour l'anniversaire de Nathalie ». Donc elle pourra prouver que cette plainte est totalement calomnieuse et qu'elle a été faite pour l'embêter et pour la faire finalement harceler par l'institution judiciaire. Donc on voit là qu'on a une justice déjà à 2 vitesses. Une justice pour les femmes victimes de violences, où rien ne se passe. Les plaintes ne sont pas prises, elles sont posées dans un grand livre qui s'appelle Une main courante. Elles ne sont pas transmises au procureur de la République pour être traitées et pour que les femmes soient protégées. Mais par contre, une plainte déposée par un homme qui se sépare de sa compagne
et qui argue un vol de téléphone portable, alors là, la plainte, elle est prise, elle est traitée avec célérité. Et on va voir par la suite que lorsque les policiers vont intervenir, parce qu'il y a quand même quelque chose de hors norme là aussi dans ce dossier, c'est qu'un des collègues de travail, puisqu'il est 8h30, tout le monde arrive à la Société Générale pour prendre ses fonctions, pour travailler. Et donc à ce moment-là, un de ses collègues était présent. Il a donc reçu 2 balles de la part de l'agresseur et il a pu immédiatement donner l'alerte. Donc, il donne l'alerte alors que Nathalie est en cours d'être enlevée, tuée. Dire que si les policiers étaient intervenus en temps réel, eh bien Nathalie aurait peut-être pu être sauvée. Mais là, les policiers vont entendre la famille de Nathalie, ne vont pas se rendre au domicile de l'agresseur, et pourtant, c'est le commissariat saisi des plaintes, saisi de la plainte de Nathalie disant qu'elle allait être enlevée, séquestrée, et il se passe exactement ce qu'elle a dénoncé. Et là, ils ne vont pas à son domicile, ils enquêtent un petit peu de façon molle et posent des questions à l'entourage, et vont se rendre donc 2 heures après, à 10h30, au domicile de l'agresseur. Ils vont sonner. Alors évidemment, elle est morte depuis 2 heures. Lui, il a fui. Personne ne va ouvrir. Les enfants de Nathalie vont essayer de l'appeler. Personne n'a de ses nouvelles. Elle n'appelle personne. Son portable ne répond pas. Et ce n'est qu'encore 2 heures après que les policiers de la police judiciaire de Lille vont défoncer la porte et vont trouver Nathalie dans cette situation-là, d'avoir été égorgée et même quasiment décapitée. On est dans une situation dans laquelle on a rarement des féminicides aussi circonstanciés que cela et aussi prémédités que cela. Je crois pouvoir dire que c'est le féminicide le plus prémédité de l'histoire. Il est prémédité pendant 2 mois. Le plus prémédité de l'histoire. Et c'est la première fois que je vois un féminicide commis en compagnie de 3 personnes. Généralement, c'est l'histoire d'un homme seul qui veut tuer son ex-compagne parce qu'elle a pris la liberté de le quitter et de l'abandonner. C'est un crime de propriétaire. Là, on a un homme qui a préparé pendant 2 mois, sous la vue de tout le monde, donc des collègues de travail, puisque il y avait il faisait des guets devant la Société Générale, donc tous les collègues le voyaient. Il harcelait téléphoniquement, tous les collègues de travail entendaient Nathalie être harcelée. Devant chez elle, tous les voisins et ses enfants et sa famille voyaient qu'elle était surveillée. Les appels téléphoniques et les textos étaient récurrents. Les hackings étaient là aussi constants. Donc, on avait absolument toutes les preuves. Elle avait donné tous les éléments d'information depuis 2 mois au service de police. Mais c'est pas tout. Il y avait un homme qui était sous contrôle judiciaire. Son agresseur était sous contrôle judiciaire depuis 2014 parce qu'il avait commis des escroqueries à l'assurance et il avait brûlé et fait brûler ces entreprises de façon à pouvoir percevoir les remboursements de l'assurance. Donc, on avait quelqu'un qui était hyper connu pour des faits extrêmement graves et on avait, en plus de surcroît, quelqu'un contre lequel sa précédente compagne avait déjà déposé une plainte pour tentative de meurtre et strangulation. Et une autre compagne avait déposé une main courante pour avoir été harcelée. Donc, si les policiers avaient simplement tapé son nom dans les ordinateurs qui laissent avoir le passé judiciaire de la personne mise en cause, on aurait vu qu'il était dangereux et qu'il pouvait passer à l'acte. Rien de tout ça n'a été fait. Et donc, on se retrouve devant un féminicide incroyablement structuré, avec des moyens, on a 3 voitures, 4 hommes, des couteaux, un taser,
des cordages et un mode opératoire où elle est transportée dans toute la ville. Donc un féminicide hors norme, alors même que la police et que les services, donc tous les services de police, avaient été informés de façon d'ailleurs hors norme. D'habitude, les victimes ne posent qu'une plainte. Là, on a 4 plaintes. Lorsque je suis saisie de cette affaire, c'était donc pendant le confinement, le frère de Nathalie m'appelle. On avait effectivement beaucoup de temps pour discuter au téléphone. Et il m'appelle en me disant tout cela, voilà. Ma sœur a été assassinée. Et son assassinat avait été dénoncé par elle à plusieurs reprises. L'État est responsable de cet assassinat. Je veux absolument aller au-delà du juge d'instruction et d'une condamnation contre assise. Je veux engager la responsabilité de l'État. Vous l'avez fait dans l'affaire Thomas. Je venais d'avoir le résultat dans l'affaire Thomas, où j'avais aussi engagé la responsabilité de l'État pour une femme professeure de mathématiques qui avait déposé plainte et qui avait obtenu la condamnation de cet homme-là, puis après avait été tuée par cet homme-là, donc dans des conditions quasiment similaires. Donc il souhaitait que l'État soit condamné comme je venais de l'obtenir précédemment dans une autre affaire. Dans le même territoire. Donc, nous cheminons, et nous avons cheminé dans le cadre de l'instruction, non seulement pour recueillir toutes les informations de tout ce qui s'était déroulé et dénoncé pour Nathalie, mais également, par ailleurs, pour tenter de faire condamner l'État. Alors, le juge d'instruction était saisi, et nous avons demandé, ce qui là aussi était hors norme, au juge d'instruction d'interroger, non seulement ce qu'il aura lu juge d'instruction, tous les témoins, puisque le juge va essayer de comprendre dans quelles conditions ça s'est déroulé, tous les témoins, à charge, à décharge, dans quel contexte. Mais j'ai demandé également de faire entendre les policiers. Les policiers qui avaient été entendus, évidemment, par l'IGPN. J'ai déposé une plainte auprès du ministère de l'Intérieur pour violation des principes fondamentaux de protection qu'a la police et de non-assistance d'ailleurs, parce que lorsque une femme se présente en disant « je suis menacée de mort, protégez-moi », il faut impérativement qu'elle soit protégée. Donc nous avions déposé également plainte pour non-assistance auprès des services de police et j'ai demandé au juge d'instruction dans le dossier, donc on a eu le dossier dans le dossier, d'interroger tous les services de police qui avaient été chargés de cette affaire-là pour savoir pour quelles raisons, lorsque à 8h30, le collègue de travail de Nathalie se présente et dénonce l'enlèvement de Nathalie, pour quelles raisons on n'a pas immédiatement compris la gravité de la situation et la dangerosité de la situation. Et on va cheminer à l'instruction. C'est un moment qui est extrêmement important pour la victime. D'abord parce que la victime, en droit français, elle est rien. Elle est témoin. Elle est témoin de son histoire. Donc, il faut qu'elle fasse une démarche qui est de ce qu'on appelle se constituer partie civile, c'est-à-dire écrire au juge et dire au juge « je veux appartenir à la procédure et je veux avoir les mêmes droits que la défense », c'est-à-dire avoir accès au dossier, avoir un avocat et faire des demandes d'actes, d'expertise, de contre-expertise, parce que moi aussi, j'ai ma vérité à faire connaître. Et dans des dossiers comme celui-là, ce que l'on constate, c'est que lorsqu'il y a eu une faute de l'État, on peut s'imaginer que l'État ne va pas tellement avoir envie de connaître et de comprendre les lacunes institutionnelles. Or, il fallait vraiment que l'on soit là pour savoir exactement à quel moment Nathalie est entrée dans le garage, à quel moment son collègue a appelé et pour quelles raisons la police n'était là aussi pas intervenue. Donc on avait, face au continuum de violence que Nathalie avait subi, on a un continuum de carence, de déni, voire même de dénigrement de la parole de Nathalie. Et donc on a dû faire des demandes d'actes importantes au sein de
de l'institution, on a dû les préparer. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie que la famille de la victime, elle doit non seulement avoir à subir une procédure pénale qui est extrêmement douloureuse, mais elle doit être très active et se battre contre finalement l'institution elle-même si elle veut arriver à prouver ce qu'elle souhaite. Donc on a effectivement mis à mal l'institution en demandant des auditions, d'abord de tous les témoins, des anciennes petites copines de cet homme-là qui avaient déposé plainte pour des faits de violence, ce que le parquet n'avait pas mis au dossier. On a reçu des appels téléphoniques des anciennes petites copines qui sont venues nous dire « mais nous aussi, on a été victimes de cet homme-là et on a vu la mort dans ses yeux quand on a voulu le quitter ». Donc, deux sont venus exprimer cela. On a voulu également savoir pourquoi les policiers n'avaient pas fait de lien entre les plaintes et l'intervention. L'instruction, ça sert à faire la lumière sur les faits eux-mêmes. Et dans un dossier comme celui-là, on avait aussi envie de savoir ce qui s'était passé dans ce tête-à-tête entre l'agresseur et Nathalie. Nathalie avait-elle été aussi violée? Qu'avait-elle subi? Donc il a fallu faire des demandes d'expertise à ce moment-là également. Il a fallu faire des demandes avant de savoir est-ce que l'agresseur avait son numéro de carte bancaire ou pas. Et toutes ces demandes-là, elles sont extrêmement importantes parce que nous sommes finalement l'élément d'accusation quand on est là pour la victime. La victime, elle a, quand j'interviens pour des victimes, c'est une page blanche. Elle ne parle pas, elle ne parle plus. Elle s'est souvent exprimée sur ces violences-là auprès de ses enfants qui vivent avec elle, auprès de son ex-mari qui avait une garde alterne avec ses enfants, auprès de sa famille. Et ces personnes-là, il faut les faire parler, il faut les amener jusque devant le juge. Et mon travail, c'est aussi finalement un travail d'écoute et qui est presque psychanalytique, qui est de dire décrivez-moi la relation qu'avait Nathalie avec cet homme et arrivons à la restituer au juge d'instruction pour essayer de la faire comprendre et de faire entendre ce que Nathalie avait vécu avant d'être assassinée. Donc le juge d'instruction, il est là pour recréer le contexte aussi d'avant le meurtre, toute cette séparation. Et il est là aussi pour savoir quelle est la personnalité des agresseurs. Parce que avoir 4 hommes qui s'associent, alors je suis désolée de dire ça, mais des féminicides, on en a tous les 2 jours en France, mais on n'a jamais un homme qui va arriver à trouver 3 complices. Pour quelles raisons l'ont-ils fait? Est-ce pour les pauvres 200 € qu'ils vont avoir, alors même qu'ils connaissaient cette femme? Alors même qu'ils étaient des amis également de cette femme-là. Elle les avait accueillis, elle les avait hébergés, elle leur avait fait à manger, elle les avait accueillis des week-ends. Et on n'a pas compris cette violence à son égard parce que c'était une femme qui était généreuse. Donc nous sommes dans une situation qui est hors norme en ce que on va avoir effectivement des violences gratuites qui vont être commises à l'égard de cette femme. Et malheureusement, l'instruction ne nous a pas amené de réponse. Mais on voit qu'on tue pour 200 €. Alors la question aussi qu'on s'est posée, c'est comment Nathalie aurait-elle pu être mieux protégée? Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire? Et elle-même, si ce n'est aller déposer plainte. Alors effectivement, déposer plainte, 1 plainte, 2 plaintes, 3 plaintes, 4 plaintes, c'est ce qu'elle a fait. Il me semble important de savoir comment Nathalie s'est estimée en situation de danger. Elle avait lu énormément de livres concernant les violences faites aux femmes et notamment des grilles de critères. Donc on a un certain nombre de critères, notamment le fait de savoir si son agresseur avait déjà été condamné, si d'autres compagnes avaient déjà déposé plainte contre lui, s'il avait déjà fait des séjours en hôpital psychiatrique, est-ce qu'il avait menacé de se suicider ou est-ce qu'il a déjà
été violent à l'égard d'autres personnes? L'agresseur a-t-il porté des armes? Ou a-t-il déjà fait usage d'armes? Ou collectionne-t-il des armes? L'agresseur a-t-il commis d'autres types de violences, c'est-à-dire des violences psychologiques, des violences sexuelles, des violences administratives, des violences économiques? A-t-il été violent devant les enfants? A-t-il embarqué les enfants dans son mode de pensée à lui, mode de pensée qui va dénigrer la victime en disant voilà, je suis mieux que maman, maman a tort, ta maman a tort de se séparer de moi. La victime a-t-elle déjà été privée aussi de l'utilisation de moyens de paiement? A-t-elle été privée de l'utilisation de documents administratifs? A-t-elle été privée de l'utilisation de son véhicule automobile, de son vélo, voilà, de véhicule? Fait-il de la rétention de documents administratifs? Et cet homme-là a-t-il effectivement déjà été violent physiquement avec elle? Ou a-t-elle déjà déposé plainte? Ou a-t-elle déjà déposé des mains courantes? Et a-t-elle déjà été suivie, poursuivie, hackée? A-t-elle déjà eu affaire à un homme qui allait publier des choses sur les réseaux sociaux la concernant? Donc, on voit que les critères étaient quasiment tous remplis dans cette situation-là. Et elle en avait conscience et elle est allée, c'est la raison pour laquelle elle est allée déposer plainte en étant extrêmement inquiète. Et ce qui, moi, m'interroge, c'est que les professionnels, les policiers, n'avaient pas ou n'ont pas pris le temps de comprendre que l'on était dans une situation de grave danger dans laquelle les clignotants étaient au rouge. Donc, dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut aller rencontrer d'abord un avocat hyper spécialisé sur la question des violences conjugales, qui aurait pu, par exemple, diligenter une procédure comme une ordonnance de protection, dans laquelle il y a le procureur de la République qui est présent à l'audience, en tous les cas qui est informé, donc qui peut faire bouger la plainte. On peut demander à son employeur d'être protégé également. On peut demander à être muté en urgence. Quand on a la chance d'être dans une grande entreprise, que ce soit Éducation nationale pour mon autre cliente pour laquelle j'ai engagé la responsabilité de l'État, ou la Société Générale, ou n'importe quelle grande entreprise française, on peut être muté en urgence dans un autre lieu de travail, c'est tout à fait possible. Et puis Nathalie, elle avait une bombe lacrymogène sur elle, mais on réalise que lorsqu'on est attaqué par surprise inévitablement, eh bien, on ne peut pas se défendre. Donc les micro-stratégies de protection, elles s'effacent quand intervient quand s'abat sur vous cette violence inimaginable. Ce que l'on peut faire également, c'est lorsque on va déposer plainte, il faut savoir que on peut rendre efficace un policier. Et ce que j'aime quand je travaille avec une victime, c'est toujours lui dire votre interlocuteur, il peut être encore plus efficace que vous ne le pensez. Vous pouvez le rendre, vous, plus efficace que vous ne le pensez. Comment faire? Vous pouvez préparer une plainte. Préparer une plainte, c'est d'abord savoir que les violences sont des violences de toute forme, et donc vous devez les lister, de façon à les dire très rapidement et très concrètement devant le policier. Vous les listez et vous les mettez dans le contexte. Il faut savoir que le droit pénal dit et pose comme question: où avez-vous été victime? De qui avez-vous été victime? De quelle façon avez-vous été victime? Donc il faut chaque fois décrire la scène de façon extrêmement factuelle, et vous remémorez si, à la faveur de chaque violence, il y avait des témoins. Souvent, on n'y pense pas, mais quelqu'un était là, on était dans un dîner, quelqu'un a compris, a entendu des mots, a entendu une situation, et on a beaucoup plus de témoins qu'on ne le pense. Donc, pensez à écrire toutes ces micro-scènes de violence qui vont, à la fin des fins, faire une vie de violence, et pensez à faire attester ou même venir
avec la liste de témoins, voire même venir avec un témoin à vos côtés, de façon à rendre l'enquête extrêmement vivante et facile. Et donc, mon travail, c'est souvent de mâcher la plainte à la victime et au policier, de façon à ce qu'il n'ait plus qu'à retranscrire toutes les violences et à aller chercher les témoins, donc les preuves de toutes ces violences. Il y a des violences dont les femmes parlent peu, qui sont des violences de dénigrement, des violences sexuelles. Et il faut savoir, dans un cabinet d'avocats, on peut plus facilement s'exprimer, parce que va se créer au fur et à mesure des rendez-vous un climat de confiance, plutôt qu'arriver dans un commissariat, parler à un inconnu, et dans une salle d'audition, on n'a pas qu'un entretien, on a souvent 3 entretiens. Donc on a 3 victimes en même temps qui vont raconter 3 histoires de violence en même temps. On peut avoir un cambriolage, un vol dans la rue et une violence conjugale. Donc, il faut vraiment avoir un support et avoir finalement pré-enquêté de façon à pouvoir donner la liste des violences qui seront reprises par le policier. Ça, c'est extrêmement important. Le 3e point, c'est ne restez pas seul. Parce que une femme seule, c'est fragile. Si vous êtes accompagné de votre frère, de votre cousin, ou d'un copain de travail, ou de n'importe qui, même d'une autre personne, eh bien, vous n'êtes plus seul et vous n'êtes plus fragile, plus aussi fragile. D'abord, vous allez constamment avoir un témoin avec vous, et ensuite, un homme violent, eh bien, il va s'attaquer à vous dans le huis clos. C'est pas quelqu'un de fort. C'est pas quelqu'un qui va vous attaquer dans la rue devant témoin. C'est quelqu'un qui va attendre que vous soyez seul. Donc, ne soyez pas seul. Allez habiter, c'est extrêmement facile à dire et moins à organiser, mais allez habiter pendant ce temps de séparation chez un ami, chez quelqu'un de votre famille, même en colocation. Vous ne serez pas seul. Ça demande de l'organisation. Vous pouvez demander aussi l'aide d'une association de femmes victimes de violences. Mais ne restez pas isolé. Et puis, consultez aussi un psychologue, un psychiatre, de façon à ce qu'il quantifie votre incapacité de travail temporaire, parce que vous allez avoir des absences, vous allez avoir des moments où vous serez extrêmement mal, et il faut que quelqu'un atteste de tout cela et quantifie la gravité de ce qui vient de se dérouler. Et dans ces dossiers-là, ce qui me semble aussi très important, c'est de pouvoir protéger ses enfants. On le verra dans le dossier de Nathalie. Les enfants ont été témoins de certaines formes de violence et ont été également victimes par ricochet de certaines formes de violence, puisqu'il a tenté de séduire la fille de Nathalie, de lui laisser penser que sa maman n'avait pas bien compris dans quelle situation conjugale elle était, qu'elle renonçait à un homme extraordinaire, qu'il ne fallait absolument pas renoncer à cet homme extraordinaire. Et souvent, les enfants peuvent rentrer dans ce discours-là et vont eux-mêmes de plus en plus mal parce qu'ils ne peuvent pas choisir entre leur mère et, si ce n'est leur père, le compagnon de leur mère. Donc, ils vont aussi être extrêmement mal. Et il me semble important que les enfants soient aussi suivis ou voient une tierce personne pour les amener à restructurer leurs pensées. Et dans ce dossier particulièrement, on a eu un scénario d'emprise qui se voit très régulièrement, c'est-à-dire que l'agresseur a pris possession de la vie de Nathalie. C'est-à-dire qu'il a voulu immédiatement habiter chez elle et il a voulu faire des travaux chez elle. Il a voulu faire des travaux, non pas comme elle le souhaitait, mais comme lui le souhaitait. Et sous prétexte d'être un homme généreux, il a construit une terrasse alors que Nathalie souhaitait faire des petits travaux de rénovation. Il a souhaité faire un abri de jardin. Et donc, c'est une façon de montrer sa présence et son pouvoir
dans un lieu qui est le lieu dans lequel on doit tous se sentir en sécurité, qui est son logement. Et c'est une façon de vous déposséder et de faire en sorte que vous allez vous sentir dépossédé du lieu qui est le lieu dans lequel vous devez être votre cocon et le plus en sécurité. Et donc cette dépossession des lieux, dépossession du choix, isolement, il va souvent demander à ne plus voir des amis, parce que finalement, les amis, ils sont pas géniaux, ils ont plein de défauts. Donc, ça va lui permettre de dénigrer, d'avoir une politique de dénigrement des amis, et donc de vous isoler de vos amis, et donc de ne plus pouvoir perdre pied avec tout ce qui est votre vie familiale et amicale, et de ne plus avoir de personnes à appeler en cas d'urgence et de difficulté. Donc l'isolement, c'est aussi le maître mot posé par ces hommes pour pouvoir continuer à vous maltraiter en toute sérénité. Et ce que l'on voit aux côtés de Nathalie, c'est que tout ça a été mis à l'œuvre, mais que les amis étaient donc témoins de ça et ont eu très envie de témoigner, très envie de l'aider. Alors, comment faire lorsque vous avez une amie qui s'enfonce dans une relation comme ça, exclusive, que vous voyez en plus être dénigrée, vous la voyez maigrir, vous la voyez, elle s'entretient beaucoup moins, elle change, vous voyez, changer. Que faire pour l'aider ? Eh bien, il faut lui parler. Il faut continuer à lui tenir la main. Il faut éventuellement l'accompagner au commissariat pour les faits qu'elle a à dénoncer et parler à qui d'autre ? À son employeur, puisque l'employeur, il a quand même une obligation de sécurité. Et on le voit pertinemment dans ce dossier que rentrer dans un sous-sol quand on est poursuivi par un homme violent, c'est une façon d'être piégé. L'agresseur avait déjà effectué une intrusion et avait déjà tenté de suivre Nathalie sur son lieu de travail. C'est effectivement d'entrer en communication avec son DRH, son assistante sociale, de façon à expliquer ce que l'on subit. Et tout ça, mis bout à bout, ça va faire réagir un des maillages, un des intervenants sociaux pour vous protéger. En tout cas, il faut mettre toutes les chances de notre côté. Nathalie n'avait pas alerté son service social, par exemple. Et donc, on va cheminer dans ce dossier en essayant de démontrer toutes les lacunes et toutes les carences et toute la perversité de l'agresseur. Puisqu'il y a tout ce que, d'un côté, la victime a fait ou n'a pas fait, tout ce que son entourage a entendu, mais d'un autre côté, qui il est, lui. Et donc, qui il est, lui, eh bien, comme souvent dans ce type de situation, il va tenter de harceler et de faire harceler la victime, notamment par le fisc, c'est-à-dire la dénoncer au fisc. C'est ce qu'il a fait avant de la tuer. Il a dénoncé au fisc, il a dénoncé au service de l'urbanisme de sa ville parce que le petit abri de jardin avait été construit sans autorisation de la mairie, alors même que c'est lui qui l'avait construit. Mais pour se venger, il va la dénoncer. Donc, on va avoir une forme de harcèlement qu'il va lui-même déclencher de tous les services administratifs qui l'entourent. Voyant que tout ça ne parvient pas à abîmer Nathalie, on va dans une violence crescendo jusqu'à l'organisation de cet assassinat. Et la situation psychologique de cet homme va aussi être analysée, donc expertisée, c'est ça à quoi sert un juge d'instruction, nous dire dans quel contexte cet homme-là est passé à l'acte, dans quel contexte ses complices sont passés à l'acte. Et on va être amené à visiter notamment le dossier médical de cet homme-là, qui avait déjà fait des tentatives de suicide, qui avait une certaine fragilité du lien, puisque il avait été dans une voiture happé sur un passage de train, et son père et sa sœur étaient mortes
dans un accident de voiture. Lui-même était le seul rescapé. Donc, on voit poindre dans le dossier les fragilités qui vont être utilisées en défense. Pour moi, c'est extrêmement intéressant et pour la famille aussi, parce que ça nous permet de nous préparer à l'ultime moment qui est le grand moment de la cour d'assises. Ce moment-là, il est extrêmement important pour la victime parce qu'elle n'a jamais vu l'agresseur une fois les faits commis. Et je vais avoir des enfants, là devant la cour d'assises, les enfants de Nathalie étaient majeurs, mais lors des faits, sa fille était mineure, il y avait 17 ans et 19 ans. Ils vont poser des questions. Ils vont poser des questions à quelqu'un qu'ils connaissent, puisqu'ils ont vécu avec le compagnon de leur mère. Ce compagnon qui a été au demeurant parfois extrêmement gentil aussi avec eux. Et être adolescent, avoir vécu avec l'assassin de sa mère, c'est devoir se reconstruire une tête d'adulte en se demandant mais qu'est-ce que le mal ? Où est le mal ? Comment je peux décrypter une situation de danger ? Parce qu'on a des jeunes adultes ou parfois des enfants en construction qui vont devoir et que l'on doit accompagner, que j'accompagne, et qui vont vouloir voir le dossier. Voir le dossier de leur maman, des témoins qui ont vu leur maman être harcelée, violentée jusqu'à la mort, jusqu'où voir l'autopsie, voir les témoignages, voir le double discours des gens que l'on connaît, qui ont dans le dossier témoigné d'une certaine façon et à la ville témoigné d'une autre façon. Et l'accompagnement là, il est extrêmement constructeur. On a vraiment un rôle finalement presque maternant, puisque ces enfants, je les connais pendant 5 ans. Les faits ont été commis en 2019, jugés il y a 2 mois. J'ai dû accompagner ces enfants pendant 5 ans et voir ce type de questions vraiment totalement métaphysiques avec des jeunes qui, pour certains, vont voir l'intégralité du dossier. Et comment les accompagner, comment se faire accompagner. Évidemment, il faut être accompagné par des professionnels que sont les psychologues, les psychiatres. Voilà. Mais au-delà, on va atteindre des questions philosophiques sur qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être une femme, comment je vais élever mes enfants. Et on va au-delà de la défense d'un avocat, j'ai envie de vous dire classique. Je me souviens de la scène au terme de laquelle j'avais appris à une de mes clientes comment étaient morts ses parents. La scène de meurtre avait été enregistrée puisqu'elle était en train d'appeler le 15. Et c'est à ce moment-là que l'assassin a tué ses parents à la faveur de cet enregistrement. Donc la mort a été enregistrée. Et là, je me suis dit, elle voulait tout entendre, et je me suis dit, mais tu es avocate, tu dois accompagner cette femme-là dans ce moment-là, elle te le demande, tu dois lui tendre la main, et qu'est-ce que tu vas faire ? Donc, je lui lis. Elle se met à pleurer, mais son corps n'était qu'un sanglot. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Et elle s'allonge par terre, en sanglotant. Elle tenait plus sur la chaise. Et je me suis dit, je m'allonge à côté d'elle et je lui donne la main. Donc, on s'est trouvées toutes les deux, allongées par terre dans mon cabinet. Elle venait d'entendre les derniers mots de ses parents et d'entendre leur râle. Et je lui donnais la main. Et voilà, c'est aussi ça, être l'avocat d'une victime, c'est l'accompagner là où finalement personne ne va et où on ne nous a pas appris à aller. Et il faut créer dans cet accompagnement-là. Donc, pour ces enfants-là,
qu'ils aient 3 ans et qu'ils soient un bébé à côté de leur maman assassinée, ou qu'ils nous demandent d'entrer aussi précisément dans les détails, on est aussi là pour ça. Et c'est cela que je dois amener devant une cour d'assises, c'est-à-dire c'est le meurtre et comment on a vécu l'histoire de cette mort, et comment on n'est plus le même homme ni la même femme après avoir vu sa mère tuée, que ce soit par son père ou par son deuxième compagnon. Et surtout, dans celui-là et dans beaucoup d'autres, pourquoi l'État vient-il, par son silence, finalement cautionner ces morts-là, accepter ces morts-là? Et ce qu'il y a de plus douloureux pour ces enfants-là, c'est pourquoi l'État, alors même qu'on a une mère qui est assassinée tous les 2 jours, pourquoi l'État ne fait rien pour les protéger, ne fait rien pour ces enfants? Parce que ces enfants, eh bien, une fois que leur maman est morte, mais ils n'ont plus de revenus. C'est leur maman qui payait leurs études, et leur père évidemment, hein, mais aussi leur mère. Donc leur niveau de vie, leurs conditions de vie, si jamais leur père ne pouvait pas financer, ben, ils n'ont plus personne pour financer. Et l'État ne se substitue pas à ce parent-là. Donc moi, je milite également pour que ces enfants aient un statut, et notamment un statut qui pourrait être un statut de pupille de l'État, de façon à ce qu'ils puissent percevoir aussi une rente d'enfants orphelins. On a aussi ce combat. On a un autre combat dans d'autres dossiers de féminicide, qui est de faire en sorte que l'agresseur, cet homme-là qui a tué la mère devant ses enfants, ne puisse plus avoir d'autorité parentale sur ses enfants. Parce qu'il faut savoir que depuis son lieu de détention, l'homme violent va vouloir continuer ses violences. C'est-à-dire que s'il a une autorité parentale sur les enfants, il va vouloir lui-même dicter le lieu de vie, choisir l'école, choisir la deuxième langue vivante, choisir le judo, le tennis, faire tous les choix de la vie de cet enfant, alors même que ces choix peuvent être souvent, et ce sont souvent des choix qu'il va imposer une nouvelle fois. Il va être là, encore une fois, pour dominer la situation. Donc nous avons un travail d'accompagnement de ces familles vers la liberté. Pour Nathalie, j'ai été rassurée de voir que sa fille avait un petit ami, et elle était enceinte devant la cour d'assises. C'est la première fois que je plaidais pour une jeune femme dont la maman avait été assassinée dans ces conditions, et qui avait finalement choisi la vie, et qui, enceinte, assistait au procès de l'assassinat de sa mère. Et je trouve que c'était le plus beau message qu'on pouvait lancer, un message de résilience sur, effectivement, qu'est-ce qui répare. Qu'est-ce qui répare? C'est souvent nommer. Et ce qu'attendent les parties civiles d'un procès en cour d'assises, c'est d'essayer de savoir exactement ce qui s'est déroulé, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre, et que jusqu'au dernier moment, y compris la décapitation, on sache exactement ce qui a été fait à leur maman, les derniers mots qu'elle a prononcés, et peut-être ce qu'elle a pensé. Et c'est les questions que je pose aux agresseurs. Dites-nous, parce que maintenant on est au bout du bout, si vous êtes un homme, dites-nous pour réparer ce que vous pouvez encore réparer. Le procès d'assises, c'est le procès de la parole, et de la parole donc qui va réparer. C'est aussi à un moment donné le procès de la société, puisque on va voir que la société a été extrêmement carencée, et la famille
de Nathalie est venu me voir pour que j'engage la responsabilité de l'État, comme je vous l'ai dit précédemment. Et à cette audience, ce qui est aussi en faisant un procès hors norme, l'avocate générale, c'est-à-dire celle qui représente l'État, celle qui va demander une peine, qui a demandé la réclusion criminelle à perpétuité, elle a présenté ses excuses au nom de l'État, à la famille. Vous voyez un procureur de la République en robe qui se lève et qui demande aux enfants de Nathalie pardon, au nom de l'État. C'est pas une peine, c'est pas de l'argent, mais qu'est-ce que c'est fort. Et mes jeunes clients m'ont dit, mais c'est la première fois que l'État s'adresse à nous. Alors je me disais, mais c'est ce que je fais régulièrement, je demande au juge d'entendre les enfants pour qu'ils puissent leur dire des mots. Et ça sert aussi à ça, l'avocat, c'est peut-être à provoquer de nouvelles formes de réparation et de nouveaux mots comme cela. Et ces mots ont été extrêmement réparateurs pour les enfants de Nathalie. On a une autre procédure qui est une procédure de réparation devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales. Se pose souvent la question pour les victimes de savoir d'abord quel avocat je vais consulter. Donc je vous le disais, choisissez un avocat spécialisé et comment je vais vivre, comment je vais peut-être le régler ses honoraires et comment je vais pouvoir avoir peut-être rapidement des dommages-intérêts parce que j'ai besoin de continuer à vivre. Alors pour le paiement des frais d'avocat, d'abord ce sont des dossiers criminels dans lesquels on a de façon systématique et automatiquement ce qu'on appelle l'aide juridictionnelle. Je défends ces clients au titre de l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire que je suis indemnisée par l'État. C'est un droit et j'estime qu'en tant que militante, c'est un droit que je dois en informer mes clients et je dois le faire respecter. Il peut y avoir aussi un autre moyen qui est par le biais d'une assurance, protection juridique, que l'on a conclue souvent avec une location d'appartement, une assurance voiture, une assurance vélo, une assurance responsabilité civile, une assurance même parfois professionnelle. On a cette assurance protection juridique qui couvre tout ce qui peut vous arriver dans la vie, y compris, que ça peut aller du cambriolage, l'accident de voiture, de la fuite d'eau, au féminicide. Et je leur demande évidemment de faire jouer cette protection-là. Et par ailleurs, je saisis la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales pour obtenir une provision sur les dommages-intérêts qu'ils n'auront que après le procès, donc 5 ans après, pour obtenir une provision à valoir sur le montant des dommages-intérêts. Dans les dossiers, j'ai à peu près 10 000 € de provision. C'est pas beaucoup face à l'océan de malheur et de dépenses auxquelles on est confronté. Mais c'est important parce que c'est une première réparation. C'est un premier signe positif de l'État. C'est une première façon d'être réparé. C'est un premier accueil qu'on donne aux victimes. Donc, c'est important de le faire. Moi, je le fais systématiquement en début de procédure. Et puis on a parfois dans ces dossiers-là un autre juge. Ça n'a pas été le cas dans le dossier de Bailly, mais c'est souvent le cas. C'est qu'on a un dossier devant un juge des enfants parce que la victime a laissé des enfants mineurs et que la famille se bat des deux côtés. Quand c'est le père des enfants qui a tué la mère des enfants, eh bien, on peut avoir les deux familles des deux côtés, les deux grands-parents, qui se disputent la garde de ces enfants. Et très souvent, la famille de la victime, effectivement, veut se voir attribuer la résidence de l'enfant à son domicile au terme d'une procédure qui est relativement longue.
les enfants sont souvent placés. Il peut y avoir ce que l'on appelle un protocole féminicide. C'est de plus en plus le cas. C'est-à-dire que lorsque la scène de crime, bon, elle est arrêtée par les services de police, tout est placé sous scellé. On prend aussi l'enfant, le bébé, on va le placer dans un hôpital et on va voir comment il réagit pendant 3 jours, entendre les familles qui sont des 2 côtés, du côté du papa et côté de la maman, et voir quelles vont être les plus à même, non seulement de s'occuper en tant que tel de l'enfant, mais surtout, ne pas lui reparler de ce qui vient de se dérouler, ne pas l'impliquer dans le conflit entre les 2 familles, et essayer de le protéger, mais comment à la fois le protéger de ce qui vient de se dérouler, et en même temps, l'enfant sait très bien ce qui vient de se dérouler, donc l'informer. On est sur une crête qui est extrêmement compliquée pour la famille. Hein. Et quelle sera la famille la plus à même de jouer ce rôle-là, à la fois de protection, à la fois d'information, et de ne pas trop tomber dans l'un ou dans l'autre. Et respecter aussi l'autre partie de la famille qui aura peut-être à voir, soit dans un lieu neutre pour la famille de la victime, soit à la faveur de droit de visite, un week-end sur 2, pendant les vacances, la famille de l'agresseur. Donc, on a souvent plusieurs combats dans le cadre d'un féminicide. Dans celui de Nathalie, j'avais le jeu d'instruction, j'avais l'audition des auteurs de la carence de protection de l'État, et j'ai la procédure devant, aujourd'hui, le tribunal judiciaire de Paris, qui est en cours, dans laquelle j'ai engagé la responsabilité de l'État français une nouvelle fois, puisque ses enfants et sa famille est venue me voir pour cela. Pour cela, parce que lorsqu'il se passe un tel séisme dans votre vie, vous avez envie de faire en sorte que cela devienne un fait de société et non plus votre fait à vous. Et comme je vous l'ai indiqué, dans un féminicide sur 2, la victime avait déjà déposé des plaintes ou des mains courantes, ou avait lancé l'alerte. Donc, ils veulent faire de ce combat un combat plus global de protection des enfants et des femmes victimes de violences, puisque finalement, protéger, c'est aussi éviter la réitération des violences. Nous avons eu une décision de condamnation. L'agresseur de Nathalie a été condamné à une peine de 30 ans de réclusion criminelle, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans, c'est-à-dire qu'il ne pourra pas faire de demande de mise en liberté avant un délai de 22 ans effectif de détention. Ses complices ont été condamnés à une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour l'un, et pour les 2 autres de 16 ans de réclusion criminelle. Et on est venu solliciter des dommages-intérêts, et nous avons obtenu pour les enfants 70 000 € de dommages-intérêts devant la cour d'assises. Nous allons donc maintenant avoir une deuxième partie de réparation, c'est-à-dire retourner devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales pour solliciter cette somme-là qui nous a été accordée devant la cour d'assises. Il faut savoir qu'en ce qui concerne le montant des dommages-intérêts, les dommages-intérêts sont payés par un fonds, qui s'appelle le Fonds de garantie des victimes, qui est financé par des prélèvements de 1% sur toutes nos assurances. Parce que le détenu, à partir du moment où il est détenu et qu'il a fait déjà 5 ans de détention provisoire, voire plus longtemps, souvent il n'a plus de biens, pas de biens, et donc il n'est pas en mesure de régler le montant des dommages-intérêts. Donc c'est l'État qui va se substituer à l'agresseur et qui va régler ce montant. Or,
l'État ne va pas forcément régler la somme qui nous a été donnée devant la cour d'assises, mais va régler une somme forfaitaire. Donc, je vais encore devoir replaider cette affaire-là devant la commission d'indemnisation des victimes pour tenter d'avoir les 70 000 €, mais il n'est pas évident que j'ai cette somme-là, mais une somme que me donnera finalement une forme aussi d'assurance, pour indemniser les enfants. L'agresseur, là, n'a pas fait appel du jugement, ce qui veut donc dire que l'affaire est clôturée et que maintenant les enfants peuvent continuer leur vie sans avoir à gérer une nouvelle procédure, et que c'est exclusivement l'affaire concernant la responsabilité de l'État qui est en cours et qui va perdurer. Une audience est prévue et l'État n'a encore pas conclu pour me dire s'il estimait sa position, s'il acceptait une position de responsabilité ou pas. On a quelque chose de très aussi particulier, c'est que le procureur de la République donc s'est levé pour présenter ses excuses, ce qui laisse penser que l'État va peut-être accepter pour la première fois de l'histoire sa responsabilité dans un féminicide. C'est peut-être le début aussi de la compréhension de ce phénomène-là.